météo, évidemment, c'est brouillard et tempête. L'économie, la finance et la géopolitique, toutes sont au bord de l'implosion, à chercher un sens, une direction dans ce chaos. Le temps peut être pour nous, petits Suisses, de faire l'état des lieux de nos forces, du nombre de nos cartouches, de nos couteaux suisses, de nos bunkers et de nos coffres forts. Notre sacro-sainte banque, justement, nos sacro-saintes banques, justement, sont-elles encore assez armées pour parer un possible nouveau tsunami américain ou chinois ou russe? Vont-elles définitivement plonger ou profiter au contraire du chaos général pour se regonfler? Notre neutralité est-elle d'ailleurs encore assez bankable pour protéger notre place financière suisse? C'est bien, on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à tous nos invités ce soir sur le plateau du Point. Nicolas Sorstetter, bienvenue pour la première fois. C'est gentil. Vous êtes le fondateur de la plateforme Performance Watcher, une sorte de comparis pour les banques. Démocratiser et rendre transparente la gestion de fortune, c'est l'un de vos leitmotifs d'ailleurs. Vous êtes vous-même un très gros client, fortune familiale. Vous êtes à la tête de votre propre family office et vous avez aussi travaillé dans la banque, la grande, au Crédit Suisse autrefois, et la petite, la privée, chez Ferrier-Lulin, grand connaisseur donc de ce milieu, de tous les points de vue. Le représentant de certaines de ces banques en face de vous, Édouard Coindet, bienvenue. Bonsoir. Pour la première fois aussi sur le plateau du Point. Merci beaucoup. Et Édouard Coindet, vous êtes depuis plus de 10 ans directeur de la Fondation Genève Place Financière, longtemps son meilleur lobbyiste au Grand Conseil, député PLR, et vous venez d'être élu conseiller administratif à Colonie. Bravo. Absolument. Merci. Mireille Zaki, notre anti-lobbyiste préféré. Mireille Zaki, vous êtes enquêtrice et éditorialiste au journal Blick, journaliste évidemment, grande spécialiste de la finance suisse et mondiale, les grandes structures, UBS, Crédit Suisse, mais aussi les plus petites d'affaires, de gestion de fortune, etc. Et enfin, Nicolas Ramseyer, bienvenue. Vous êtes un ancien du monde bancaire, vous également, et aussi coprésident et fondateur du think tank, le Centre de Genève pour la neutralité. Neutralité et banque, deux notions qui marchent ensemble. Vont-elles encore aller loin comme ça? Eh bien, on en parle ce soir. Bienvenue à tous. C'est donc Nicolas Sorstetter, c'est à vous que je pose cette question. Qu'est-ce que ça vaut réellement aujourd'hui la place financière suisse? Qu'est-ce que ça vaut? Je pense qu'on en a discuté un tout petit peu avant d'enregistrer cette émission avec M. Coindet. Donc il y a des chiffres très clairs qui sont sortis. Donc là, il sera certainement plus à même que moi de vous donner les chiffres très précis. La question, c'est qu'est-ce que ça vaut en termes quantitatifs ou en termes qualitatifs, c'est-à-dire en qualité ou en quantité. Par rapport à d'autres places internationales. Exactement. Et donc cette question-là, elle reste souvent un peu quelque chose dans l'esprit des gens. On a cet esprit de la banque suisse, surtout quand on vit ici. Moi, j'ai la chance de pas mal voyager dans le cadre justement de mon activité et d'autres. Et effectivement, la banque suisse est toujours vue comme quelque chose d'extrêmement qualitatif. Beaucoup de gens regardent la Suisse et la banque suisse avec envie. On voit d'ailleurs certains qui aimeraient bien en prendre plus de parts de marché, comme aux États-Unis et d'autres. Donc ça reste quelque chose d'extrêmement qualitatif. Je crois qu'on a encore une excellente image de marque et qu'il faut absolument défendre en Suisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la place financière suisse, les banques justement? Parce qu'on en parle évidemment quand il y a des grandes banques comme UBS ou Crédit Suisse qui ont des soucis, on en parle comme la Genève internationale sans savoir réellement ce que ça représente aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire des banques suisses? Alors en Suisse, il y a à peu près 230 banques. Avec des modèles d'affaires très différents. Il y a des banques commerciales, des banques de gestion de fortune, des banques qui financent le négoce de matières premières, des banques de détail. Donc, il y a une très grande variété. Ça représente 74 milliards de valeur ajoutée. C'est un peu abstrait, mais c'est 9% du produit intérieur brut national. Donc, c'est absolument considérable. Ça représente... Ça, c'est stable? C'est un chiffre qui est stable ou bien oui, ça... Oui, c'est très stable. Et ça représente 160 000 emplois en Suisse. À Genève, il y a 80 banques, à peu près, qui emploie 17 000 personnes et la place financière au sens large, avec les assurances, les autres intermédiaires financiers, représente 38 000 emplois, donc 10% de l'emploi total à Genève et 13% du produit intérieur brut. Donc on est un secteur absolument majeur pour Genève, qui repose sur 3 piliers, pour faire court. La gestion de fortune privée et institutionnelle, donc c'est les caisses de pension, et pour les clients privés aussi.
Il y a la banque de détail et commerciale, c'est la banque qui accorde les crédits dans son métier classique, si on veut. La banque cantonale, voilà, la UBS, Raiffeisen, la banque cantonale. Et puis, il y a aussi le financement du négoce des matières premières, qui est le troisième pilier, qui est une spécificité genevoise. Donc, on a une place très diversifiée, avec 38 000 emplois. Alors, Mideret Zaki, vous êtes souvent assez pessimiste, mais c'est vrai que les chiffres, on annonce quand même 3% d'augmentation de chiffre d'affaires et de bénéfices par rapport à 2023. Donc elle va plutôt bien, cette place financière suisse, quoi qu'on en dise, ou bien... Alors, il ne faut pas prendre juste sur une année, parce qu'une année, ça ne veut rien dire. En réalité, sur les 15-20 dernières années, il y a une très grosse évolution assez forte en fait, il y a eu la perte du secret bancaire qui a fait que la part du secteur financier et bancaire dans le PIB suisse a fortement diminué. Ça, c'était un des fonds de commerce les plus importants, donc c'est très important de le rappeler. Par la suite, en fait, la place financière, elle a réussi à surfer sur différentes tendances. Quand il y a eu les fonds spéculatifs, les hedge funds, Genève est devenue l'un des plus gros centres de fonds spéculatifs mondiaux. Quand il y a eu la finance durable, on s'est complètement aussi mis dans cette vague. Quand il y a eu les crypto-monnaies, on a essayé aussi de se mettre dans les crypto-monnaies. Mais en réalité, les conditions internationales nous ont quand même bien émoussé notre compétitivité pour les banques. Elles employaient toujours plus de gens à l'extérieur. Beaucoup de banques privées ont dû ouvrir des bureaux à Luxembourg parce qu'il fallait être au sein de l'Union européenne qui est devenue une forteresse réglementaire. Toutes ces contraintes ont fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai challenge, même si effectivement, hier, j'étais à l'ambassade de Chine et on m'a dit la réputation de la Suisse et de la place bancaire suisse et tout ça, ça reste très fort en Chine. C'est vrai que ça porte loin encore, là-dessus, c'est tout à fait vrai. Mais nous, ici, on sait qu'il y a une déperdition d'avantages comparatifs, que d'autres places sont aussi très dynamiques, notamment suivant les choses. Je n'ai pas mentionné les matières premières, sur lesquelles on surfe énormément aujourd'hui. Des banques financent le négoce des matières premières, mais elles sont très réglementées ici, donc elles ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Mais en ce moment, le négoce des matières premières porte la finance, notamment genevoise, pour une part énorme des recettes fiscales et du PIB. Et donc, ça, c'est des moments comme ça, comme tout ce que je vous ai cité, qui ont permis contextuellement à la place financière de réussir à s'en sortir. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une base compétitive stable pour les 30 prochaines années pour la place financière suisse? C'est une grande question, c'est des défis énormes. On sait que les attaques de l'Union européenne, des États-Unis, sur tout ce qui est fiscalité, a quand même beaucoup fait de dégâts ici. Beaucoup de ces affaires sont parties aux États-Unis, à Londres, à Monaco, mais aussi à Hong Kong, à Dubaï, à Singapour. Vous savez, la concurrence, elle ne manque pas. Donc il faut rester très vigilant et on n'est pas du tout aujourd'hui en mesure de dire qu'on est à la pointe de la finance mondiale. Ce n'est pas le cas. Et ça, ce n'est pas du pessimisme, c'est des faits. Et qu'est-ce qu'on risque, Nicolas Ramseyer? Parce que c'est vrai que, voilà, j'ai décrit un peu, tout le monde le connaît, le climat international avec Donald Trump qui a commencé une guerre commerciale, peut-être financière à l'avenir. Est-ce qu'on n'est pas menacé, justement, nous, en Suisse, d'être définitivement balayés? Parce que malgré tout, surtout si on est aussi prospère que certains autour de cette table disent, on menace aussi les places financières américaines. Donc est-ce qu'on risque aujourd'hui, concrètement, de se voir une deuxième fois taper sur les doigts, voire plus, par les Américains? Alors, il y a plusieurs éléments. La première chose, quand on réfléchit à ça, je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on a en Suisse? Qu'est-ce qui est bien pour la Suisse? Qu'est-ce qui est bien pour son économie? Et qu'est-ce qui est bien pour sa finance? Rapidement, pour l'histoire des États-Unis, une des qualités de la place financière suisse, c'est sa neutralité. Et la neutralité et la perception qu'ont les autres de notre neutralité est un concept qui nous aide parce que ça rassure les gens. Il y a un autre concept qui est important, c'est notre stabilité politique. On a aujourd'hui une grande stabilité politique et institutionnelle en Suisse, il y a peu de corruption, le système est assez transparent, etc. Et donc ça encourage les gens à venir s'installer en Suisse. Ou en tout cas, mettre leur argent en Suisse et nous permet de participer à la gestion de fortune, là où on est 25% de la masse totale mondiale. Et puis un troisième élément qui est très important, et je reviendrai sur la neutralité des États-Unis, on a une force qu'on parle ou très peu en Suisse, qui est très fort et qui est à mon avis la carte qu'on doit le plus protéger, et les États-Unis l'ont perdu, la France l'a perdu, le Royaume-Uni l'a perdu, c'est qu'on a une fiscalité très prudente et on a un AAA, un rating, une note donnée par les agences de notation qui est
AAA, qui est la meilleure note qu'on peut avoir, et à part le Luxembourg, on est la seule place qui l'avons. Et donc, je pense que la première chose qu'on doit à tout prix faire, et les États-Unis ne vont pas nous faire de cadeau là-dessus, c'est chercher à protéger ce AAA. Ensuite, pour revenir sur la neutralité, puis après je reviendrai en arrière. Alors la neutralité, on va y revenir abondamment. Juste finir là-dessus, c'est quand même le point que je voulais dire. Et puis après, si j'ai l'occasion, je reviendrai sur le AAA. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les États-Unis, c'est qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas exister sur la place mondiale sans passer par les États-Unis. Ils sont juste trop gros pour qu'on les ignore. Et les États-Unis ont un gros problème avec la neutralité. Quand je vais à New York, quand je vais à Washington et je parle de neutralité, les gens ne comprennent pas. Le modèle américain, c'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Et il y a un moment ou un autre, on ne pourra plus totalement jouer ce jeu et on devra trouver un équilibre qui nous permet d'avoir des bonnes relations avec eux et l'Union européenne sans qu'ils nous voient comme des adversaires. Mais est-ce que cette neutralité, elle n'est pas complètement factice? Parce que, on a l'impression que depuis la fin du secret bancaire, qui était déjà voulu par les Américains, la neutralité, ça équivaut surtout à suivre ce que les Américains nous demandent de faire. Mais juste par rapport à ça, Madame Mireille Zaki vient de nous dire qu'elle était à l'ambassade de Chine hier et qu'on avait encore une bonne réputation. Donc elle existe encore. Alors voilà, on va faire le tour sur cette question, justement. Est-ce qu'il y a des capitaux chinois qui affleurent ou pas, ou est-ce qu'ils sont bien hébergés? Mireille Zaki, vous l'avez dit, parfois un peu pessimiste et pas le diable sur la muraille. Moi, je vous donnerai un chiffre. La place financière suisse gère plus de 8 000 milliards de francs suisses d'actifs qui sont gérés dans les banques suisses. C'est difficile à se représenter, c'est un montant considérable. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un montant qui augmente non seulement à cause des marchés, alors s'ils sont porteurs, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent ou des clients qui amènent de l'argent frais. Et la Suisse a une part de marché de 25% de la gestion de fortune transfrontalière, c'est-à-dire des clients qui mettent leur argent hors de leur pays d'origine, actuellement en toute transparence fiscale. On a une part de marché de 25%, on est le leader mondial de la gestion de fortune transfrontalière, loin devant Hong Kong, qui est plutôt en perte de vitesse, il faut le dire, loin devant Singapour, qui essaie de nous prendre des parts de marché. Dubaï, c'est un peu un mirage, parce qu'ils n'ont pas les équipes, parce que notre force, Nicolas Ramsay l'a dit à juste titre, notre force, c'est la stabilité, ça c'est sûr, la stabilité politique. On a une monnaie très forte, qui, en ces périodes très troublées, est un atout majeur en termes de préservation du capital. Et en plus, on a des équipes extrêmement compétentes. Donc, certains ont dit, certains des collègues de Mireille Zaki, mais pas elle-même, des journalistes ont dit que la place financière n'allait pas survivre à la fin du secret bancaire. On n'a jamais eu autant d'actifs sous gestion qu'aujourd'hui. Donc ces propos sont alarmistes, mais elle a toujours été, elle a prévu la fin du dollar. Donc, non, bon. Edouard Koundé a raté toute la guerre géopolitique que les États-Unis mènent pour conserver la suprématie du dollar à un coût démesuré et avec des guerres monumentales et des sanctions. Alors ça, il faut suivre aussi. Oui. Non, tout ce marketing est bien beau, mais essayons de juste parler des faits. D'abord, toute la masse que gère la place financière suisse aujourd'hui, il y a une énorme part de fonds privés qui ont été remplacés par des avoirs institutionnels. Même des banques comme Pictet, on le voit, elles gèrent en majorité des avoirs institutionnels, et c'est le cas de la plupart des banques privées. C'est-à-dire il y a un résultat intéressant d'argent de caisse de pension qui afflue ici. Mais les avoirs privés, ils ne sont pas... ils n'ont pas du tout augmenté depuis 15 ans. Ils sont complètement stagnants ici, ou alors ils se sont convertis en d'autres formes de structures très complexes, anglo-saxonnes, qui empruntent aussi d'autres juridictions, et en partie la Suisse. Mais non, ce n'est pas du tout aussi simple. Ensuite, par rapport à ce que Nicolas Ramsay disait sur la stabilité, attention, la perception aujourd'hui, et j'étais dans un séminaire à Monaco, il y avait un Saoudien qui gérait des fonds souverains, il m'a dit, nous, on réfléchit parce que on n'est pas sûr de la sécurité des actifs en Suisse. Est-ce qu'on risque de se faire geler des avoirs aujourd'hui? C'est un pays qui peut geler des avoirs. C'est un pays qui peut même traquer des actifs en crypto-monnaie. C'est ce qu'il a fait avec les avoirs russes. Bien sûr. Voilà. Et là, c'était Dubaï qui, évidemment, les bras ouverts, a accueilli tous ces avoirs. Et donc, cette perception de stabilité, il ne faut pas la réciter comme une sorte de catéchisme. Elle évolue.
suivant le contexte. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine fait des changements. Elle fait aussi que le négoce de matières premières, en ce moment, il y a du pétrole russe qui peut passer, il y a de l'or sale qui peut venir et passer via Dubaï, etc. Donc la place financière suisse, elle participe à tout ça. En ce moment, elle est portée par ça, comme les banques privées ont été aussi portées par la hausse des bourses pendant le Covid. C'était une hausse qui a été fabriquée par la Réserve fédérale américaine. Les bourses ont explosé à la hausse. Les bénéfices ici ont été énormes. Mais si vous voulez, on est tributaire du contexte international et on est très dépendant de ça. Et on doit se rendre compte de nos vulnérabilités. On ne doit pas réciter des lignes de marketing comme si c'était acquis à tout jamais. C'est très loin de l'être. Alors j'aimerais juste avant, Nicolas Stetter, justement, Mireille Zaki disait que la part d'épargne, de comptes personnels, etc., était restée stagnante, voire elle a diminué. Est-ce que là, quand on parle de banque, effectivement, est-ce que ça concerne monsieur et madame tout le monde, qui n'a pas 2 millions, 10 millions, 100 millions, ou qui n'est pas une institution? Aujourd'hui, en Suisse, est-ce que les banques sont encore corrélées avec les citoyens ou pas? C'est vraiment une très bonne question. Je dois dire, quand j'ai entendu parler les trois personnes, dont Mirette et tout le monde, c'est vrai que j'ai l'impression des fois qu'en Suisse, on s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Et qu'effectivement, il y a un environnement, si on regarde l'histoire bancaire suisse, elle n'est pas si vieille que ça. Hein, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas 300 ans d'histoire. Donc les choses peuvent évoluer. C'est vrai qu'on a une grande stabilité politique, une grande stabilité économique, et qui ont fait de la Suisse un endroit qui est... Bien sûr, les Suisses sont très pragmatiques, donc un endroit très intéressant pour venir placer son argent en toute sécurité. Juste pour faire un petit aparté, pour répondre ensuite à votre question, moi, mon grand-père, que je n'ai malheureusement pas connu, est parti d'Allemagne dans les années 30, est venu déposer ses affaires en Suisse, est parti aux États-Unis en toute confiance, en sachant que lorsqu'un jour il pourrait revenir, eh bien, il retrouverait ses actifs. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, très important. Donc c'est de comprendre. Finalement, pas forcément de se targuer tout le temps, oui, on est les meilleurs, et puis c'est génial, parce que de toute façon, même si les choses bougent autour, peut-être se poser quand même les bonnes questions. Hein. Donc ça, des fois, je trouve qu'il y a un petit peu d'arrogance qui peut arriver, et les choses, il ne faut pas oublier que les choses peuvent changer très très vite. Mais donc, ça, vous diriez, pardon, vous êtes quand même en Suisse aujourd'hui, est-ce que vous diriez justement que cette sécurité-là, ce réflexe de venir mettre ses sous en Suisse en cas de problème, à l'international, ça joue encore, ou justement les gens, comme Mireille Zaki le disait, se disent, mon Dieu, on va peut-être nous geler nos avoirs. Enfin, les Suisses sont très tributaires quand même de l'emprise, notamment américaine ou européenne, et donc il n'y a plus cet aspect coffre-fort. Bien sûr, les gens se posent plein de questions, c'est-à-dire que les professionnels, bien sûr, vont raisonner, etc. Mais après, bien sûr, il y a les news. Il y a UBS qui nous dit que peut-être il pourrait partir de Suisse, qu'il y a des tas de choses comme ça qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Donc on se dit, bah, tiens, moi je pensais qu'il y avait des choses qui allaient toujours être... comme avant. J'ai ma belle-mère qui est une personne très simple, qui est venue d'Espagne, a travaillé toute sa vie ici. Tout d'un coup, on la ballotte. Il n'y a plus Crédit Suisse, avec laquelle elle était cliente depuis des années. UBS lui envoie des messages complètement incompréhensibles que j'essaye de lui traduire en termes simples. Donc, effectivement, il faut faire très attention à ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez, Pictet, qui est une banque qui fonctionne très bien, aujourd'hui ne veut pas de clients en dessous d'1 million de francs suisses si vous êtes client suisse, pas en dessous de 5 millions si vous êtes un client étranger. Très bien, c'est un choix. Ce qu'il faut poser comme question, c'est la banque, elle est là, c'est un service universel, c'est pour tout le monde. Donc moi, mon objectif, c'est simplement de regarder ça de manière extrêmement pragmatique. J'ai la chance d'être effectivement fortuné, donc les banquiers ont plutôt tendance à m'ouvrir les portes quand j'arrive. Je pense que c'est un service qu'on doit à tout le monde, cette sécurité. Donc effectivement, si vous me posez la question comment on voit ça de l'extérieur, déjà faisons attention à comment on voit ça de l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Et en revanche, depuis l'extérieur, il y a de plus en plus de gens, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, est-ce que je ne devrais pas ouvrir mon compte en Suisse, etc. Mais quand on entend même la difficulté, même pour quelqu'un qui ne cherche pas du tout à cacher quoi que ce soit, d'ouvrir un compte en Suisse, ça devient de plus en plus complexe. Et donc, il y a d'autres entités, d'autres places financières qui aujourd'hui font la mariée belle, qui offrent des sécurités tout à fait innovantes. Moi, je voyage pour d'autres raisons aussi dans le Moyen-Orient. J'ai passé 2 mois à Doha très intéressantes. On vous a dragué ? On m'a dragué, on m'a offert
On m'a offert un visa VIP pour Doha. J'en suis ravi. Je veux dire, c'est pas ça la question. J'adore la Suisse. Pourquoi est-ce que vous resteriez en Suisse plus que vous savez, c'est un sentiment général. Moi, je suis né à Lausanne. Je dois énormément à la Suisse. Je me sens plus suisse que liechtensteinois, vu que c'est ma nationalité. En revanche, quand je vois l'attitude, par exemple, de certaines instances fiscales à mon endroit ou des choses comme ça, donc alors que je fais quelque chose, une plateforme qui amène, j'espère, beaucoup plus d'équité et de transparence dans le monde bancaire. Je suis le premier à faire toutes les choses de la manière la plus juste possible. Si aujourd'hui j'accepte d'être sur un plateau, c'est à la demande de Mirette et à votre demande. Je suis ravi d'être là. Moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique. Je peux vous dire un sentiment. Et je ne devrais même pas me poser ces questions. Et aujourd'hui, ma femme a été greffée il y a 8 ans, donc on est extrêmement ravis d'avoir un système de santé comme on l'a aujourd'hui. Pour moi, partir de la Suisse serait extrêmement compliqué pour des raisons aussi de valeurs et autres. Je suis absolument content d'être là. Mon but n'est absolument pas faire de polémique sur la Suisse ou pas. Mais c'est des raisons affectives, en fait. C'est des raisons, et c'est ça. Simplement de bon management. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, moi, dans ce que je vis en tant qu'entrepreneur, voilà, alors qu'en plus j'ai une position qui est quand même très agréable, je dirais, pour pouvoir négocier, même comme ça, voilà, on peut se poser des questions. Donc c'est vrai que je me mets à la place d'un peu tous les clients qui comprennent peut-être moins le système que moi. Ils doivent être troublés. Encore une fois, quand je vois sur les news, si on n'accepte pas nos conditions UBS, peut-être qu'on va partir. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression, c'est un peu comme si on me disait, tiens, la première banque de Suisse où les petits épargnants peuvent les mettre de l'argent, tout d'un coup, j'apprends que, peut-être ma banque, elle a envie de partir dans un autre pays. C'est quoi ce message qu'on donne ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas terrible. Alors justement, il y a beaucoup de choses et on va revenir sur chacune, mais ce que dit Nicolas Stetter sur le fait que finalement, les banques aujourd'hui en Suisse, elles ne sont plus démocratiques, dans le sens où qui s'occupe des petits épargnants, avec la disparition notamment de Crédit Suisse, UBS, qui est une banque, est-elle encore suisse ? C'est la grande question. Voilà, est-ce qu'on a quand même coupé ce lien entre les Suisses et son système bancaire ? Alors, vraiment pas du tout, parce qu'au fond, comme j'ai dit, on a en Suisse un système qui est extrêmement diversifié. Et on a cité quelques établissements bancaires qui s'occupent essentiellement d'une clientèle, ce qu'on appelle de détail, donc des clients normaux comme vous et moi, pas des clients de gestion de fortune. Et vous avez à Genève la Banque cantonale qui joue un rôle essentiel, vous avez les banques Raiffeisen qui se développent, vous avez UBS qui joue ce rôle aussi, vous avez des banques régionales. Bon, UBS, elle fait le tri. Non. Un nombre de gens qui se voient tout d'un coup fermer leur compte. Pas pour la banque de détail. Ça. Non, ça vraiment. Après, quels sont les considérants? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez reçu déjà le courrier de Crédit Suisse quand ils ont dit qu'ils préféraient que les comptes aillent à la BCV? Quand vous étiez un petit client? Ces documents existent. Mais le fait est qu'en fait, faites attention juste quand vous dites. C'est très bien de prendre la défense de la presse. Il faut juste faire attention de rester vraiment objectif. Simplement, vous ne vous rendez pas compte, par rapport à d'autres pays, on parle d'autres pays, en Suisse, on a une diversité de la place financière et de l'offre qui est absolument extraordinaire. Je veux dire qu'on a plus de 200 banques en Suisse. Il n'y a pas un pays du monde à peu près qui a une telle densité de banques avec de telles compétences qui est capable de vous offrir un service. On a beaucoup aussi de population étrangère ici, issue de l'immigration par exemple, qui a des comptes dans d'autres monnaies, que ce soit au Portugal, en monnaie portugaise, espagnole, etc. On peut avoir en Suisse des comptes dans toutes les monnaies possibles et imaginables pour faire des paiements à l'étranger. Je crois qu'il ne faut pas être des enfants gâtés non plus. On a en Suisse une offre bancaire qui est incomparable, aussi pour le retail, avec d'autres pays. Franchement, mettez-la à jour, par exemple. Vous allez en Italie, par exemple, c'est impossible de faire un paiement dans une autre monnaie. Vous voulez investir, même comme petit porteur, vous pouvez investir qu'en euros. Si vous voulez faire dans d'autres monnaies, ça vous coûte absolument une fortune. Si vous allez en Australie, par exemple, et que vous donnez un ordre bancaire, il est immédiatement exécuté. Ensuite, il faut attendre 24 heures. Non, c'est pas vrai. En Suisse, il y a les paiements immédiats qui sont en vigueur depuis le 1er janvier. Donc, les paiements instantanés sont en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier, si vous le voulez. Mais ce n'est pas forcément un avantage. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous êtes victime d'une escroquerie avec, sur votre email, on vous dit, la police vous dit, vous devez transférer immédiatement 1500 francs parce que votre neveu est en prison en Chine, eh bien, avec les paiements instantanés, vous faites l'ordre, dans la seconde, le paiement est fait. Si vous faites un paiement différé, comme ça se fait d'usage, eh bien, vous vous dites,
je suis victime d'une arnaque, vous pouvez aller sur votre e-banking et annuler le paiement. Donc le paiement instantané est une... La lenteur suisse est vertueuse. Franchement, exactement. Nuance, attention. Nous, chez Bilan, à l'époque, j'ai enquêté sur la qualité du conseil bancaire. Ancienne rédactrice en chef du magazine Bilan. Et beaucoup d'épargnants de niveau moyen, segment moyen, qui sont très 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 nombreux en Suisse romande, ceux qui nous écoutent, pourraient témoigner aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir un conseil de qualité. C'est-à-dire il y a une industrialisation, une standardisation jusqu'à quand même presque 1,5 million. On est dans des services très standardisés de fonds de placement avec peu de conseils, voire zéro conseil. Et c'est à partir vraiment d'un montant toujours plus élevé qu'on commence à avoir un conseil intéressant, qualitatif, etc. C'est une mesure pour réduire les coûts que les banques ont prises, qui a réduit, disons, la qualité du conseil. C'est peut-être un fait général dans l'économie, mais dans le secteur bancaire, ça a été très clair et observable que cette diversité n'est pas réelle au niveau du conseil. Et là-dessus, la place doit s'améliorer pour conseiller les clients et les accueillir. Mais c'est ce qu'on retrouve dans la santé aussi, hein. Oui. Quelque part. Donc c'est quelque chose d'un peu généralisé. Et c'est souvent le problème, c'est qu'on compare souvent la santé et la gestion de son patrimoine ou de ses actifs. Financière. Et effectivement, c'est pour ça, c'est encore une fois, c'est pas une critique. Je pense que vous avez tout à fait raison. En voyageant également dans différents pays, on se rend compte que le système qu'on a en Suisse est excellent, comme le système de santé. Mais c'est pas toujours en se disant ouais mais chez les autres c'est plus nul et chez nous c'est tellement mieux. Gardons et je pense que c'est le baromètre de savoir c'est tellement mieux, oui, mais par rapport à quoi et comment est-ce qu'on peut se mesurer par rapport à il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière et où est-ce qu'on veut aller déjà nous en Suisse. C'est-à-dire préserver cette qualité et encore une fois, je vais être un peu grossier, mais on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit servir les gens qui sont en Suisse, les gens qui veulent avoir leur argent sécurisé en Suisse, qui sont suisses, les gens qui veulent entreprendre en Suisse et qui veulent qu'une banque suisse leur prête de l'argent, etc. Et donc, déjà, par rapport à ça, je pense que ça, c'est très important. Alors, bien sûr qu'après, on va se mesurer et on va essayer de voir la compétition par rapport à l'extérieur. Je pense que vous avez totalement raison. En Suisse, on a vraiment un système qui est excellent. Mais il faut rester ouvert. Et moi, je suis dans un domaine qui est la comparaison. Comparaison n'étant pas raison. Mais quand je vois déjà l'extrême complexité, ça fait plus de 20 ans que j'ai entrepris cette entreprise un peu folle, mais l'acceptation à la comparaison en Suisse est limitée, on va dire. Alors que l'objectif, c'est de préparer. C'est trop formidable. Non, mais vous savez, c'est comme tout le monde. Quand vous comparez, mais vous savez que quelque part on ne peut pas vous comparer, vous dites que vous êtes le meilleur. Mais de toute façon, vu qu'on ne peut pas vous comparer, c'est pas grave. Mais quand tout d'un coup, il y a quelque chose d'indépendant qui se crée et qui peut vraiment comparer sur des choses extrêmement objectives et simples, ça devient un tout petit peu plus complexe. Et là, il va falloir commencer à prouver qu'on est effectivement le meilleur. Et j'ai des chiffres très intéressants. La Banque suisse fait du très bon travail. Il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres, il y en a qui sont un peu moins bons, etc. Donc, mais cette objectivité qui va être quelque chose, c'est quelque chose qui existe déjà dans plein d'autres secteurs aujourd'hui et qui est accepté et qui crée de l'émulation, de la compétition, etc. Le secteur bancaire suisse, par rapport à ça, est un petit peu frileux, d'accord ? Et donc, je pense qu'à force de dire qu'on est les meilleurs, la question c'est est-ce qu'on l'est vraiment ? Et je pense que beaucoup de banques suisses ont une très bonne idée de la réalité, de la qualité de leur performance, par exemple, et se disent, ok, il va falloir qu'on se prépare un tout petit peu. Il y a des nouvelles conventions qui ont été faites avec l'Angleterre, par exemple, qui ont des systèmes de gestion extrêmement compétitifs et comparateurs. Vous ne pouvez pas vendre un seul mandat de gestion, une manière de gérer, en Angleterre sans que vous ayez montré exactement quelle est votre performance, etc., de manière extrêmement objective, au même titre que vous vendriez un fonds de placement. Donc ces choses-là, je crois qu'il faut s'y préparer. Et il faut qu'on fasse très attention, c'est qu'en Suisse, on défend une qualité. Et quand on va parler de performance, on va parler de quantité. C'est jamais bien de se battre sur les prix, sur des chiffres, etc. Mais je crois qu'il faut y être prêt. Et ensuite, la Suisse, elle ne vend pas que ça. Elle vend quelque chose de qualitatif, comme l'a dit M. Clandès, c'est-à-dire qu'on a énormément de diversité. Et je crois que Mirette a totalement raison aussi sur le fait du service. C'est-à-dire, attention, je déteste ce mot petit client. Les petits clients ne sont pas des petits clients. Aujourd'hui, une des choses qui a fait tomber Crédit Suisse, c'est une masse de petits clients qui tout d'un coup se
sur des réseaux sociaux, mettent une pression énorme. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Je rappelle que Kodak s'est cassé la figure pour des raisons un peu... Mais ça, c'est très important et c'est effectivement la comparaison, notamment avec le système de santé, Nicolas Ramsayer, est tout à fait valable. C'est-à-dire que des Suisses se sentent de plus en plus largués un peu. Alors, ils sont contents qu'effectivement ce secteur-là fonctionne bien parce que ça ramène des impôts, on est d'accord, et ça, on en discutera aussi. Est-ce qu'il va être pérenne dans les impôts qu'ils rapportent? Mais il y a aussi, la Suissesse a besoin effectivement d'avoir une banque pour servir son économie, son épargne, etc. Est-ce que ça, on n'a pas un petit peu largué les amarres avec la population? Je suis d'accord avec ce que vous avez fait, ce que vous dites. Comparer, c'est une très bonne chose. Le fait que vous avez mis ce système en place pour comparer, c'est super. Ça permet d'avoir aussi une certaine compétitivité. Et c'est vrai que le système bancaire suisse est complexe. Et on a plusieurs banques pour plusieurs services. Le retail, etc., je pense qu'aujourd'hui, il est quand même, et ça a déjà été dit avant, très bien servi par des petites banques ou des banques cantonales, ce qui est d'ailleurs leur rôle à la base. Mais moi, je pense aussi, aujourd'hui, on a cette place financière suisse qui existe, on a ce pays, et la question qu'on doit essayer de se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour la protéger, voire l'améliorer. Et moi, je reviens un petit peu à ce que je disais avant, notre grande qualité aujourd'hui, et ça touche tous les secteurs, du petit retail, enfin de petites banques comme nous on utilise tous les jours, à la grande gestion de fortune. C'est notre stabilité. Or, je le redis, on est à risque, on a deux risques pour perdre cette stabilité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le risque réputationnel. Typiquement, c'est prendre de l'argent de personnes qui n'ont pas forcément un bon pédigré, de se faire attraper par l'Union européenne, etc. Et le risque de capital. Alors, pour le risque réputationnel, la FINMA et le Parlement ont fait 2 très bons rapports qui sont sortis en fin d'année et ils ont compris réellement cet enjeu. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous aviez dit qu'on accepte l'argent de n'importe qui. Enfin, c'est peut-être pas comme ça que vous l'avez dit, mais je veux dire... Est-ce qu'il y a encore de l'argent sale dans les banques en Suisse? Ou bien ils sont seulement chez les avocats? La FINMA... Je fais ces parenthèses parce que les avocats, effectivement, ne sont pas soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. La FINMA... Vous m'excuserez, toute la corporation. Le Parlement et la FINMA ont compris que l'erreur qui s'est passée avec Crédit Suisse, c'est qu'ils n'étaient pas assez proactifs et pas assez... avec pas assez de force pour contrôler. Et il y a aujourd'hui au niveau des KYC, donc ce contrôle de qui est la personne qui vient chez vous et du blanchiment d'argent, beaucoup plus de contrôle. On a fait un grand effort, la Suisse, pour s'aligner avec l'Union européenne et les États-Unis, et je pense qu'on devait le faire, et ça, c'est un risque réputationnel qu'on réduit, ce qui est très bien, parce que ça défend notre stabilité. Pour les sanctions, et je suis sûr que là, nous serions les deux d'accord, malheureusement, on avait... Vous sentez tous cet esprit un peu bancaire comme ça. Pour les sanctions, on est malheureusement beaucoup moins neutre qu'on l'était avant, et ça, là, on a pris un coup au niveau du risque, et je comprends tout à fait que des acteurs du monde arabe ou de Chine ou d'Inde aient plus peur, et ça, malheureusement, c'est une réalité. Et puis le dernier risque de capitaux, qu'on n'a toujours pas parlé, je suis désolé, je suis obligé de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec plusieurs... Alors, on peut refaire l'histoire, mais aujourd'hui, factuellement, on n'a qu'une seule grande banque qui a, dans ce qu'on appelle en anglais le asset balance sheet, je crois qu'on dit le bilan bancaire en français, qui est en gros tout ce qu'elle possède, c'est-à-dire du cash, des titres, mais aussi de la dette et des emprunts vis-à-vis de certaines personnes, qui est du coup beaucoup plus risqué. Elle a aujourd'hui, dans cette balance sheet, elle a 2 fois la taille du PIB de la Suisse. Pour vous donner un petit exemple, la plus grande banque à ce niveau-là aux États-Unis, c'est JP Morgan. Et quand JP Morgan avait 10% du PIB américain, le gouvernement américain lui a mis la pression pour qu'elle corrige ça, qu'elle augmente, qu'elle diminue son risque massivement. Parce que pour les États-Unis, 10% de leur PIB à risque, c'est considéré comme énorme. Et nous, aujourd'hui, on n'a qu'une seule grande banque, qui est 200% qui est 2 fois plus grande que la BNS, donc, que le prêteur en dernier ressort, la Banque nationale. Dire un point là-dessus. Garantit l'argent suisse. Si aujourd'hui, alors j'espère que ce n'est pas le cas, et le Parlement l'a compris, la FINMA l'a compris, et on est en train d'augmenter
les règles de sécurité à ce niveau-là. Mais si on imaginait de manière hypothétique, et j'espère que ça ne se passe jamais, que l'UBS partait en faillite, on devrait massivement emprunter pour les sauver, on perdrait notre AAA et on perdrait notre stabilité, notre réputation. Et ça, pour moi, ça serait la fin de notre réel avantage compétitif. Et en plus, notre dette coûterait de plus en plus cher. Et donc, là, la stratégie, parce qu'on peut aussi, c'est bien de se plaindre, mais il faut aussi un peu réfléchir à ce qu'on peut faire. La stratégie, à mon avis, de la séparer en plus petites banques est un peu tard. On aurait peut-être pu le faire au moment du rachat. Aujourd'hui, je pense que c'est plus d'actualité. Est-ce que le Conseil fédéral n'a pas bien géré le dossier? Pardon? Vous entendez que le Conseil fédéral n'a pas aussi bien géré le dossier que ça? C'était une situation tellement rapide, tellement courte, il fallait prendre des décisions. Je pense qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire. Et je pense que la séparation de plusieurs banques était pas valable à ce moment-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les pousser à avoir un Tier 1 ratio, un ratio de capital safe plus grand pour deux raisons. Alors, eux, ils ne vont pas aimer parce qu'ils vont dire que ça les rend moins compétitifs, mais moi, je ne suis pas sûr parce que en fait, en les poussant, en ayant ça, d'abord, on est beaucoup plus stable. Et puis, ça va pousser UBS à faire son vrai travail, là où elle a un avantage compétitif pour la Suisse, c'est qu'elle va se diriger vers les secteurs où il y a moins besoin de ces capitaux safe, c'est-à-dire qu'elle va se désengager du crédit, se désengager du investment banking à l'étranger, qui est super dangereux. Elle va se réaligner sur ce qu'elle sait faire de mieux, ce que nous, les Suisses, savons faire de mieux, qui est la gestion de fortune, qui est beaucoup plus sûre. Pourquoi? Parce que la gestion de fortune, il faut aussi dire les choses, c'est un risque quasi nul. Quand vous faites de la gestion de fortune, quand vous gérez de l'argent, vous n'êtes pas dans des situations... Vous avez le risque de marché, Nicolas. Vous avez le risque de réputation, oui, mais vous avez un risque pour couler votre pays qui est quasiment nul. D'accord. Justement, alors en résumé, est-ce qu'aujourd'hui UBS est le grand talon d'Achille de la Suisse et dans la politique que mène Donald Trump, par exemple, avec cette politique hyper agressive, qui pourrait être aussi agressive vis-à-vis de la Suisse, est-ce que ce n'est pas notre immense talon d'Achille qui risque de nous exploser à la figure? D'abord, je voudrais juste préciser une chose. Les avocats sont soumis à la LBA. Donc, les avocats sont soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. Donc, ça, c'est important de corriger. Pour les activités non judiciaires, ils sont soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. Absolument. C'est absolument juste. Pas dans le conseil aux clients. C'est absolument juste. Non, il doit faire des dénonciations. Non, Mireille Zaki, je suis avocat. J'ai une formation. Christian Lucher qui a fait échouer au Conseil national de la LBA au notaire. Je suis avocat de formation. Donc je suis mieux placé que vous pour en parler. Voilà. Les avocats sont soumis à la LBA, ils ont des contrôles LBA et je pense que je vous invite à vérifier ce point. Oui, on va vérifier. On fera un petit fact-checking. Cela étant dit, on ouvrira une nouvelle rubrique fact-checking dans le point. On peut refaire l'histoire de dire s'il fallait séparer ou pas l'UBS. Moi, je salue la démarche du Conseil fédéral qui, en un temps record, a sauvé une situation qui aurait pu avoir des conséquences planétaires en termes de stabilité financière. Donc, je pense qu'ils ont eu le courage de faire ce qu'ils ont fait et il faut le saluer. Karine Keller-Souter, votre majesté. Non, mais voilà. Après, on peut, comme je dis... Oui, on va pas refaire le débat, mais la question c'est aujourd'hui. Cela étant dit, alors, ce qui m'intéresse, je suis évidemment pas d'accord avec M. Ramsayer, pour une simple et bonne question, c'est qu'il dit qu'il faut que l'UBS abandonne le crédit. Abandonner, réduire. Mais il va abandonner le crédit. Donc, ce qui veut dire que, je parlais de la diversité de l'offre bancaire. En Suisse, on n'a jamais eu, dans l'histoire récente, contrairement à d'autres pays, il ne faut pas l'oublier, on n'a jamais eu de limitation dans le crédit. Les entreprises, il y en a qui se plaignent, mais enfin, grosso modo, au niveau du pays, l'offre de crédit était existante en suffisance. Si on fait ça, donc si UBS doit avoir beaucoup plus de fonds propres et arrêter de faire du crédit ou faire du crédit beaucoup plus cher, eh bien, c'est les entreprises suisses et principalement les entreprises exportatrices. Pour Genève, c'est extrêmement important, puisque un franc sur deux est gagné à l'étranger, à Genève à peu près. Donc nous avons énormément, mais je ne vous ai pas interrompu, on a énormément d'entreprises exportatrices à Genève qui ont besoin d'une banque qui est capable au niveau mondial de faire des financements mondiaux. Si vous exigez d'une banque qui accorde des crédits d'avoir plus de fonds propres pour garantir ses crédits, le coût du crédit va parce que concrètement, aujourd'hui, c'est même pas Trump qui est une vraie menace pour l'UBS, c'est en fait UBS elle-même qui menace de quitter la Suisse. C'est pas l'UBS n'est pas une entité, n'est pas une espèce de... Sergio Ermotti a menacé de partir. L'UBS n'est pas un ectoplasme ou un apesanteur. L'UBS appartient à ses actionnaires. Vous avez eu récemment le cas regrettable, les actionnaires de la Société Générale de Surveillance, la SGS, ont décidé en Assemblée Générale tout à fait démocratique de quitter Genève. Je le regrette évidemment. C'est pas
Sergio Ermotti qui va décider de quitter la Suisse. C'est, cas échéant, les actionnaires d'UBS. Heureusement, on a un système libéral, les entreprises appartiennent aux actionnaires, et notamment à vos auditrices et auditeurs à travers leurs fonds de pension. Parce que, comme le disait M. Hofstetter, tout Suisse qui a un fonds de pension est d'une manière ou d'une autre actionnaire d'UBS. Donc, c'est les actionnaires, cas échéant, d'UBS, c'est les actionnaires d'UBS qui décideront un jour que la Suisse ne peut-être pas ou n'est plus aussi attractive et bienveillante qu'elle a pu l'être et qui iront la voir à l'étranger. J'en sais rien, c'est les actionnaires qui vont décider, c'est pas le cas. C'est pas M. Sergio Ermotti. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que cette question n'a jamais été soumise à l'Assemblée générale des actionnaires d'UBS. C'est Sergio Ermotti qui a lancé une campagne de lobbying contre la régulation, demandée d'ailleurs par la PLR, Karine Keller-Souter. Et il y a ce bras de fer de communication, cette démarche un peu relation publique qu'il a entamée en faisant flotter soit qu'il allait déménager, soit qu'il serait racheté par JP Morgan pour mettre la pression pour ne pas être réglementé comme il le faudrait pour assurer justement, comme disait Nicolas Armder, une stabilité suffisante à la place financière. Ça, c'est la question d'UBS, mais on ne va pas ici refaire tout le débat du rachat. Mais est-ce que UBS aujourd'hui nous expose, au-delà de ce qu'elle veut ou pas faire, est-ce qu'elle nous expose vis-à-vis de la politique de Donald Trump, parce que ça pourrait être un concurrent de place financière américaine? Elle continue d'avoir d'importantes activités américaines qui sont exposées évidemment à des décisions sur le territoire américain, comme elle a déjà subi beaucoup de sanctions sur le marché américain. Et donc là, il y a cette ouverture. Maintenant, pour les crédits internationaux, il n'y a pas du tout besoin que ce soit la même entité qui fait toutes les autres activités, qui prête aussi à l'international. C'est vrai qu'une séparation des activités aurait fait sens, mais aujourd'hui, ça s'est refusé aussi. C'est très difficile pour le régulateur suisse d'imposer sa volonté aujourd'hui à UBS. Mais moi, ce que je voulais revenir commenter, c'était ce qu'avait dit Nicolas Armder par rapport à des activités aujourd'hui que la place peut faire qui ne sont pas hyper propres. Et ça, c'est un fait. Il y a eu du pétrole russe qui a été négocié, alors ça c'est sous sanction, la personne, le trader en question a été maintenant sous enquête, il y a de l'or qui est extrait dans des conditions peut-être pas très, qui violent peut-être les droits humains, qui continue par passer par là. Toutes ces petites choses-là, ainsi que des brèches à la LBA qui existent, parce qu'on a aussi enquêté sur les activités de la mafia calabraise, par exemple, la 'Ndrangheta, qui est très active en Suisse depuis des années et personne n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que dans la place financière suisse, il y a encore des activités potentiellement, bien sûr, illégales, des brèches et tout. Mais là, je tiens aussi à souligner que, tout en disant ça, on doit reconnaître que sur les autres places, comme Londres, les États-Unis... C'est pire. C'est bien pire. Ça, il faut être honnête. Il faut être honnête. Ouais. Je termine avec un point très important, vous pourrez rebondir ensuite, sur l'importance des évaluateurs indépendants, comme aujourd'hui Nicolas Hofstetter, par exemple. C'est essentiel pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, y compris pour les assurés des caisses de pension. Et il faut qu'on ait des gens qui puissent évaluer de l'extérieur les performances de nos avoirs retraite. Est-ce que vous, Laetitia, vous aimeriez savoir si vos avoirs sont bien gérés? Pas terriblement. Il n'y a pas trop de frais qui sont prélevés aux dépens des rendements qui sont générés sur votre... Surtout qu'il y a déjà assez peu de rendements vu qu'il faut alimenter les réserves pour longévité des Suisses, des rentiers, etc. Les assureurs aussi, ils gèrent une très grande part de nos retraites. Il faut pouvoir les évaluer de manière indépendante. Ça va devenir un vrai sujet. On a besoin de ça, parce qu'on a besoin d'être rassuré sur cette bonne gestion. Mais la 'Ndrangheta, pour suivre sur votre idée, la 'Ndrangheta aujourd'hui, elle blanchit à travers le système bancaire suisse. Alors, on m'a dit ils utilisent beaucoup de cash, on m'a dit ils se passent par les grandes banques. J'ai appelé des gens qui sont dans la finance depuis 50 ans, qui me disent forcément, n'importe qui un jour a été confronté à des gens qui viennent du crime organisé. On ne peut pas travailler dans la finance sans à un moment être confronté à ça. Et là, il n'y a pas une seule place au monde qui peut prétendre qu'elle est 100% propre. Mais là, je suis d'accord, je vous dis que ce n'est pas la Suisse. Ce n'est pas une place arrière, la place financière suisse de la mafia calabraise. Je ne pense pas qu'on puisse le dire, mais non, pour la mafia calabraise, qui n'est pas loin, qui vient d'Italie, on est effectivement une porte d'entrée quand même en Europe, c'est évident. C'est sûr que la Suisse... Non, mais juste par rapport à ça, au fait, il faut commencer par le début, c'est-à-dire que le début, c'est de dire que la Suisse s'est dotée d'un arsenal pour lutter contre le blanchiment d'argent, qui est un des meilleurs du monde. C'est Edouard Coindel dit... Sous pression américaine. Mais pas du tout, parce que je reviendrai à ce sujet-là. Non, c'est volontaire. Mais non, c'est des standards internationaux qui sont décidés dans une structure qui dépend de l'OCDE, et la Suisse s'est dotée d'un arsenal extrêmement
fort pour lutter contre le blanchiment d'argent, et notamment parce qu'on a un système d'identification des clients. Les banques suisses savent qui sont les clients de leurs avoirs. Et ça paraît être une évidence, mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas une évidence. Aux États-Unis, les États-Unis sont beaucoup moins bien notés que nous, parce qu'aux États-Unis, on peut avoir des structures où on ne sait pas qui est l'ayant droit des avoirs. Donc, il faut commencer par ça. D'accord. Et la FINMA fait la misère à la plupart des banques. Mais je veux dire, elle est extrêmement, le régulateur est extrêmement... Oui, mais ce n'est pas elle qui s'occupe tellement de la lutte anti-blanchiment. Ce n'est pas vraiment son sujet. C'est un peu son sujet, mais c'est plutôt des questions pénales. Et pour la lutte anti-blanchiment, on est très bien noté. Mais évidemment, je vous ai dit qu'on avait 8 000 milliards d'actifs sous gestion en Suisse. On est la première place financière pour la gestion de fortune transfrontalière. Mais évidemment qu'on va avoir des cas, c'est inévitable. Vu la taille de notre place financière, on est le leader mondial. Donc vous aurez toujours des gens qui vont passer entre les mailles du filet. Mais ça, c'est mondial. Et donc c'est pour ça vous dire qu'on est beaucoup plus sérieux que beaucoup d'autres, qu'on est très bien noté, que ça a été reconnu au niveau international et qu'on n'a pas de leçons à recevoir sur cette question. Et moi, j'ai un problème avec les médias suisses, excusez-moi Miyazaki, c'est qu'ils montent toujours en épingle des cas qui vont toujours arriver sans dire que la base est saine et qu'on a un arsenal extrêmement efficace. Et on a un art en Suisse de l'autoflagellation qui est extraordinaire. Extraordinaire. On est les plus Je trouve les médias très, très gentils avec la place bancaire. Ils mettent beaucoup de pubs dans les gens. Et quand c'est des cas qui sont déjà dans les tribunaux. Oui. Alors, il y a Gotham City, qu'on va citer, François Pillet. Voilà. C'est des francs-tireurs, bien raison. Maintenant, il nous reste assez peu de temps. Il y a, sur la question aussi, justement, de cette stabilité par rapport à notre business model, le trading, qui dépend aussi beaucoup de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va perdurer? Parce que ça intéresse aussi les gens, puisque c'est les rentrées en impôts. On a dit que Genève était un canton extrêmement riche. C'est grâce à ça, notamment. Est-ce que tout ça, c'est pérenne sur le long terme, le business model, notamment dépendant du trading? Est-ce que la situation internationale aujourd'hui, on va faire un petit tour de table, ça sera malheureusement les dernières minutes, est-ce que la situation internationale va peut-être faire ramener des capitaux? On entend en France des gens justement qui paniquent avec le réarmement, en se disant maintenant il est temps de mettre nos sous en Suisse avant qu'on nous pique notre épargne. Aux États-Unis, il y a des banques qui disaient voilà, il y a beaucoup de clients américains qui reviennent aujourd'hui. Voilà. Est-ce que la situation aujourd'hui est favorable à conserver la place financière suisse ou au contraire l'expose? Je peux juste répondre allez-y. De manière plus globale par rapport à ça. En fait, je me mets à la place peut-être de gens qui vont écouter ce qui est dit aujourd'hui. On se rend compte, je crois, en règle générale, que c'est une question complexe et qu'elle est difficile à expliquer et à vraiment exposer de manière simple. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est très simple. C'est qu'à la base, le système bancaire, il a été fait pour, on appelait ça la banque privée, et en gros, c'était des familles, et en gros, ce qu'elle disait, c'est « je vais faire pour vous comme je fais pour moi ». Okay, c'est la base. Si déjà, on avait ça en tête, de manière générale, est-ce que chaque fois que vous allez voir votre banquier, que ce soit l'UBS ou autre part, il va faire pour vous comme il ferait pour lui-même? D'accord? Donc, à partir de là, si on se posait cette question, on peut balayer toutes les questions. Est-ce que c'est la FINMA qui m'a dit que je dois faire comme ci, comme ça? Si la FINMA, elle fait ce qu'elle peut. C'est un bras armé qui doit faire beaucoup de choses, qui doit faire respecter certaines règles, etc. Il y a des politiques derrière. Moi, à la fin, en tant que client, je m'en fous de ça. Parce qu'il y a des règles qui sont... Regardez, les règles soi-disant ESG, qui sur la durabilité, etc., elles viennent d'être changées, diminuées, etc. Il y a des business models qui ont été faits là-dessus. Tout d'un coup, les exigences baissent, leur business model explose, etc. Je crois que si on crée des business models basés sur les règles, on est mal. Il faut d'abord qu'on fasse des choses par rapport à une valeur ajoutée personnelle. Est-ce qu'on amène une valeur ajoutée parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a une situation extérieure, etc. Ou est-ce qu'on amène une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on est? Et je pense que la banque privée en Suisse, avant tout, c'était de faire pour ses clients comme on faisait pour soi-même. Parce que les actionnaires, enfin parce que les propriétaires étaient... Parce que les propriétaires, exactement. Et les actionnaires, par exemple, s'il y a une banque à Bâle, j'en ai pas là pour donner des noms, ils sont en train de vivre le passage de la 7e à la 8e génération. D'accord? Ça, c'est de la vraie banque privée. Et donc, c'est des gens qui ne font pas de bruit. Moi, j'ai accès à des performances qui sont faites depuis l'UBS jusqu'à un petit gérant indépendant, jusqu'à des gens qui boursicotent tout seuls sur Swissquote ou Swissborg, etc. On voit beaucoup de choses.
à la fin, c'est souvent ceux qui en parlent le moins qui ont la meilleure qualité. Et pour moi, l'objectif, c'est simplement de revenir à quelque chose d'extrêmement simple. Qu'est-ce qui reste dans votre poche à la fin de la journée par rapport à d'autres gens qui vous ressemblent? Et finalement, de manière très objective, qui amène de la valeur ajoutée ou pas. Donc, ce que vous me demandez ici par rapport à l'extérieur, oui, il va y avoir toujours, il y a eu une Première Guerre mondiale, une Deuxième Guerre mondiale, il y a des conflits, il y a des choses, et je crois que ce qui ramène à la Suisse, c'est cette stabilité. Et je pense que M. Condé a tout à fait raison, lui, il doit défendre une place, moi j'ai été dans le conseil d'administration. Parce que vous faites l'éloge quand même de la banque privée à la genevoise, traditionnelle. Oui, mais alors attention, justement, la question, c'est justement, j'ai été dans le conseil d'administration d'une banque, qui s'appelle la Banque Gonnet. J'ai été ravi de le faire. C'était très intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je ne suis qu'un stupide client. Donc, quand tout d'un coup, vous voyez ça depuis l'intérieur, avec des conseils d'administration, il y a tous les aspects risques, on parle finalement plus de risques que du client lui-même et de la stratégie de la banque, c'est assez symptomatique. D'accord ? Donc, je veux dire, déjà, si vous faites pour vous comme pour vos clients comme vous faites pour vous-même, déjà, les clients que vous allez accepter dans votre banque, vous faites très attention à votre réputation. D'accord ? Donc, bien sûr qu'on n'est jamais sûr de quelqu'un, est-ce qu'il fait partie de la Drangheta ou pas ? Est-ce qu'on schématise, il a un accent italien très fort, etc. Mais on sait qu'on doit payer nous-mêmes. Ou autre, voilà, donc voilà, votre question est excellente et je pense que si on en revient à faire ce pourquoi la banque privée a été faite, on aura déjà répondu à pas mal de choses. On a très peu de temps, donc un mot chacun. Nicolas Ramseyer et puis une mesure très vite, vous parliez avant de servir des clients comme vous et moi, c'est-à-dire des clients lambda pour ce qu'on appelle du retail. Je vous donne un exemple très simple qu'on peut faire dès aujourd'hui en Suisse. On peut automatiser et utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter notre capacité de servir ces clients. Or, le problème qu'on a aujourd'hui en Suisse, c'est qu'on se base sur des modèles américains. Parce que, et le client américain, le client européen, le client suisse n'a pas la même culture, heureusement d'ailleurs, elle n'a pas la même origine et pas la même façon de réfléchir. Or, on est en train de construire nos modèles, et on achète ces modèles aux États-Unis au lieu de les construire avec nos données, parce qu'on n'a pas la législation suisse, et ça on me l'a dit dans le domaine bancaire, pour le faire ici. Donc une mesure très simple, toute simple pour aider la vie des gens de tous les jours, c'est de travailler sur la législation. Et mesurons-le ensuite. C'est certainement tout un autre débat, ça, Nicolas Ramseyer. Un mot. Le trading de matières premières aujourd'hui porte une grande partie de l'activité financière, par exemple, de Genève et de la Suisse romande, et d'autres cantons, Zurich, Zug, etc. C'est circonstanciel, ce n'est pas éternel. C'est pourquoi je suis d'accord avec Nicolas Hochstatter. Il faut avoir un vrai service pour le client, un vrai souci du client, lui amener une valeur ajoutée. Ça, c'est la seule valeur à long terme qui peut faire que cette place, elle continue. Mais ce n'est pas circonstanciel. Alors je ne dis pas que le négoce des matières premières, le négoce des matières premières à Genève n'est pas éternel, mais il est là depuis très longtemps. Vous disiez que la banque, mais je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi préciser. Non, ça fait depuis des dizaines d'années que le négoce des matières premières est à Genève. Les premiers céréaliers américains sont là depuis. Mais arrêtez de m'interrompre. Vous avez un réflexe de journaliste d'interrompre les gens. C'est le marché qui rapporte plus. Simplement qu'on a une place très forte en matière de négoce des matières premières. Elle est très forte aussi parce que les banques qui financent les matières premières sont à Genève. Donc on a un hub, enfin un centre de compétences qui est extraordinaire à Genève, avec tous les acteurs principaux qui sont ici. Alors on va refaire un débat sur le trading parce que ça c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est pas pérenne? Voilà, ça, on ouvre là-dessus. Genève est la place numéro 1 mondiale pour le financement des négoces de matières premières. Le problème, est-ce que ça va durer? Mais ça, c'est on peut parler de tout ça. On parle d'un futur épisode. Un futur épisode. Et on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Édouard Coinder, Nicolas Ramseyer, Mireille Zaki et Nicolas Hochstetter. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée et bonne semaine à vous tous.